Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent. Ah, je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans. C'est pas utilisé par les criminels, ça? L'impact environnemental est loin d'être négligeable. On prépare une ICO qui va tout révolutionner. Ça va jamais marcher en fait. 21 millions. Bienvenue dans 21 millions, l'émission crypto-pédago qui vous explique simplement le Bitcoin, les blockchains et la décentralisation numérique. Aujourd'hui, j'ai pensé que ça serait intéressant d'aborder le thème de la consommation électrique du Bitcoin. Et oui, on entend un peu tout et son contraire à ce sujet, mais tout le monde est d'accord pour dire que oui, Bitcoin est particulièrement énergivore. Il le serait même autant qu'un pays de la taille de l'Irlande. Mais est-il pour autant un désastre écologique ? Eh bien, ça dépend. Certains vous diront que oui, et peu importe son niveau de consommation, car il ne sert de toute façon qu'à spéculer et pas acheter son pain. D'autres vous diront quant à eux qu'il consomme beaucoup, mais qu'il peut être un fantastique vecteur de transition écologique. Comme souvent, la vérité se trouve souvent au milieu et j'ai choisi de convier un spécialiste du minage pour qu'il nous parle de cette industrie et de son impact sur l'environnement. Le minage, pour ceux qui l'ignorent, ce sont ces super ordinateurs qui servent à faire tourner le réseau Bitcoin. Sébastien Gouspilou nous fait donc l'honneur de venir nous parler de son métier dans 21 millions. Il est le fondateur de Big Block Data Center, l'un des principaux acteurs français qui tisse petit à petit sa toile autour du monde. Pour nous, et dans 21 millions, il fait le point sur les fantasmes et les perspectives au sujet du Bitcoin en matière d'environnement. Bonjour Sébastien Gouspilou. Bonjour. Alors, Big Block Data Center, c'est deux activités distinctes. D'une part, vous assemblez des machines de minage dans le but de les vendre, et d'autre part, vous administrez des fermes de minage pour le compte de clients et d'investisseurs. Alors, ça consiste en quoi exactement ? Alors notre activité donc de vente de matériel, alors c'est pas du montage de machines, parce que pour l'essentiel on commercialise des ASIC, même si on a fait un peu de GPU au départ. Donc le job de Big Block consiste à équiper des clients, leur vendre du matériel. Il s'avère que ces matériels-là sont pas exploitables à domicile, donc on leur propose un hébergement sur un de nos sites, ou en France ou à l'étranger. D'accord. Actuellement, rien en France, tout à l'étranger. Et donc vous êtes où à l'étranger en ce moment ? Alors on est présent en sous-traitant, c'est-à-dire avec un contrat de partenariat à Irkoutsk en Sibérie. Là on a pas mal de matériel qui tourne là-bas, donc chez Baikal Mining. Ça c'est un partenariat, c'est pas chez nous. La ferme existait, et donc on a un deal avec l'exploitant de la ferme. En propre, on exploite à Odessa, en Ukraine. On a donc une structure à Nantes, mais qui est à l'arrêt aujourd'hui, vu la chute du cours, on n'est plus rentable à Nantes. Et on a une unité au Kazakhstan. Bon alors, on le sait, Bitcoin consomme énormément d'énergie. C'est une donnée que nul n'ignore et on entend souvent qu'il en dépense autant à l'année qu'un pays comme l'Irlande. Hein. Bon, avant de rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que vous pourriez nous expliquer tout simplement pourquoi le Bitcoin a besoin d'autant d'énergie ? Il a besoin d'énergie dès lors qu'on utilise des serveurs pour valider les transactions. Donc que tous les serveurs se mettent en concurrence et qu'il n'y en a qu'un qui gagne à chaque fois. Donc il y a toutes les autres machines qui ont tourné pour authentifier une transaction et qui finalement ont tourné pour ne pas l'authentifier, ont tourné à vide. Donc c'est ça qu'on appelle le gaspillage d'énergie de la proof of work. D'accord. Et toute cette quantité d'énergie, c'est aussi ce qui fait la sécurité du réseau, hein ? Absolument. C'est parce que le Bitcoin ne se ramasse pas par terre qu'il a de la valeur. Et dernièrement, on vous a senti passablement énervé, Sébastien. Hein, selon une étude publiée fin octobre dans la revue scientifique Nature Climate Change, Bitcoin pourrait à lui seul faire grimper le thermomètre mondial au-dessus des 2 degrés Celsius d'ici à 16 ans s'il était massivement adopté. Alors vous avez publié une grande tribune dans Le Monde pour contester ces conclusions. Alors pourquoi ces chercheurs, dont le pédigré scientifique n'est pas vraiment à remettre en cause, se tromperaient-ils ? Alors d'abord, je suis pas très sûr que le pédigré scientifique soit pas à remettre en cause, parce que ces chercheurs publient des études qui font réaliser par leurs étudiants, qui sont pas forcément très compétents. Là, en l'occurrence, cette étude, ça ressemble à une règle de 3. Hein. Je pense que mon fils aîné, qui a 13 ans, est tout à fait en capacité intellectuelle de sortir ce genre d'études. En plus, elles partent de bases qui sont totalement fausses, c'est-à-dire qu'ils prennent le nombre de transactions constaté aujourd'hui, il se dit si Bitcoin a du succès, le nombre de transactions va exploser et donc la consommation d'électricité va progresser en proportion. Or, le mécanisme de Bitcoin, c'est pas ça. Et ces chercheurs, s'ils s'étaient renseignés un tant soit peu, ils auraient tout de suite compris qu'ils faisaient fausse route et que ça servait à rien de faire une étude sur des bases totalement erronées. Pourquoi la progression, alors, ne serait pas proportionnelle ? Parce que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une infrastructure qui nous permettrait d'avoir beaucoup plus de transactions que ce qui est réalisé en réalité.
On a aussi des évolutions du protocole, on le sait, hein, avec Liquid, avec le Lightning Network, qui promettent de pouvoir traiter beaucoup plus de transactions que ce qu'on fait aujourd'hui. Nous, on utilise déjà le LN, le Lightning Network, ça fonctionne. Donc effectivement, on peut mettre beaucoup plus d'opérations, on peut faire beaucoup plus de transactions par bloc. Et donc le fait d'augmenter le nombre de transactions n'augmente pas du tout l'infrastructure du réseau et donc sa consommation électrique. Alors, on vous a souvent entendu dire que Bitcoin pourrait être une solution à la transition écologique. C'est un petit peu paradoxal, hein, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ? Non, je dis pas que c'est une solution à la transition énergétique. Je dis que simplement aujourd'hui la transition énergétique ne se fait pas. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, voir, constater, on voit des éoliennes partout, on voit des parcs solaires qui poussent. On se dit la transition énergétique est en route, c'est effectif. C'est pas le cas. Il y a plus de centrales au charbon qui se créent aujourd'hui, il y a plus de mégawatts au charbon qui se créent, qui sortent de terre aujourd'hui et depuis 10 ans que de parcs solaires ou éoliens. Donc la transition énergétique, elle n'est pas en cours. On continue d'exploiter massivement et de plus en plus le charbon. C'est ça que je veux dire. Et donc le mining, en tant que gros consommateur d'électricité, peut permettre à des projets d'électricité durable, renouvelable, de voir le jour. Simplement des projets qui ne sont pas immédiatement à la rentabilité, parce que produire de l'énergie, c'est bien, après il faut être en capacité de la transporter pour la vendre. Et on n'a pas forcément une corrélation immédiate dans le temps entre la demande qu'on va avoir et le parc qu'on est en train de créer. Donc la problématique, elle est là. C'est-à-dire qu'on peut créer de nouvelles fermes durables, mais il faut avoir la clientèle en face immédiatement. Je veux un exemple très simple à comprendre, c'est les barrages hydroélectriques. Quand on crée un barrage hydroélectrique, on a une capacité qui dépend de la force motrice de l'eau. Donc si on a une capacité de faire un barrage de 100 MW, on va faire un barrage de 100 MW, et puis on a peut-être la vente que de 20 MW dans l'immédiat. Et peut-être qu'il faudra 5 ans pour créer le réseau de distribution, pour vendre les 80 MWh supplémentaires. Donc là, le mining peut être un excellent talon de consommation et venir rentabiliser le barrage le temps que l'infrastructure se crée. C'est ça l'idée. C'est l'idée qui a été adoptée au Maroc pour la création d'un parc solaire énorme, un des plus gros d'Afrique. C'est le mining qui permet l'adéquation et qui permet la rentabilité de ce projet beaucoup plus facilement, parce que ça fait longtemps que ce projet était dans les cartons, il ne sortait pas pour des raisons économiques. Alors ça c'est assez intéressant, mais il faut absolument que le producteur d'énergie, par exemple du barrage, offre des tarifs très abordables. Du coup, il peut pas vendre après c'est bien là que le mining est pas malsain, c'est-à-dire que si le producteur d'électricité du barrage a pas capacité à nous donner une électricité pas chère, c'est qu'il n'est pas en surproduction. Donc s'il nous donne une électricité discount, c'est qu'effectivement il a des kilowatts perdus, ça serait jeté, quoi. C'est produit, c'est jeté. L'empreinte carbone de cette production, elle existe. C'est-à-dire que c'est le barrage électrique, il a été fait avec du béton, il a une empreinte écologique, elle existe, et elle sert à rien si l'électricité produite n'est pas vendue, n'est pas utilisée. Donc elle est utilisée pour le mining de Bitcoin, et c'est une bonne chose, parce que la deuxième raison qui me fait penser que c'est un très bon moteur pour la transition énergétique, c'est que c'est une autre forme de monnaie, que le Bitcoin permet la diversité monétaire, et qu'on peut envisager que cette monnaie, qui n'est pas une monnaie dette, créera beaucoup moins de pollution qu'une monnaie dette. Je m'explique. La monnaie dette, c'est surtout actuellement, là on crée trop de monnaie, on le sait, beaucoup plus que les besoins de l'économie. Donc en contrepartie, il faut créer une croissance qui va permettre d'absorber cette création monétaire. Donc aujourd'hui, la croissance est décrétée. On dit il faut de la croissance. Tous les politiques disent on va aller chercher de la croissance. Or c'est ça qui est pernicieux, c'est ça qui fait qu'on pollue la planète. C'est de forcer la croissance, de créer des besoins là où il n'y en a pas. Et donc on est dans un mode de production et de consommation qui est un mode de surproduction et de surconsommation. Et ça, c'est dû à la monnaie, à notre système de monnaie-dette. Donc une alternative monétaire, même si c'est une expérience, même si elle ne remplacera peut-être pas les monnaies-dettes, et en tous les cas permet une diversité monétaire. Et donc on peut tout à fait envisager qu'une monnaie différente va créer moins de besoins de croissance et donc moins de pollution. C'est ça la quadrature du cercle de mon idée d'une monnaie qui favoriserait l'écologie. Alors actuellement, la plupart des mineurs sont installés en Chine, dans des régions où l'électricité provient principalement de centrales à charbon. Ça s'explique par une raison simple, la facture électrique n'y est pas très élevée. Alors pourquoi irait-il ailleurs, où l'énergie est plus propre mais plus chère ? Malgré les efforts des mineurs sensibles à l'écologie, visiblement comme vous, derrière se cachent surtout des entrepreneurs rationnels qui essayent de gagner leur vie, non ? Oui, le mining de Bitcoin, c'est vraiment un capitalisme pur, quoi.
il n'y a qu'une règle, c'est réussir à produire des bitcoins moins chers que ce qu'on les achète sur le marché. Enfin, une fois l'électricité payée. En revanche, ce qui est faux, c'est que le mining chinois est carboné, est majoritairement carboné. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Moi, toutes les mines que j'ai visitées en Chine, alors j'ai peut-être eu de la chance, hein, mais elles n'utilisaient pas d'électricité qui était produite par le charbon. Elles utilisaient de l'hydroélectricité. Alors, personne n'a les chiffres, personne ne sait. On connaît le mix énergétique chinois, hein, c'est à peu près 60 ou 70% de charbon, mais c'est pas pour ça que les mineurs représentent ont la même proportion. À mon avis, c'est moins. On a même pas mal de mineurs qui ont remis en route des barrages hydro qui fonctionnaient plus pour alimenter leurs mines. Voilà, donc de toute façon, la fin de la question, c'est pourquoi les Chinois déménageraient. Là, aujourd'hui, ils déménagent parce que leur électricité est trop chère. Qu'elle soit carbonée ou pas carbonée, les tarifs d'électricité montent là avec l'hiver. Et en plus, il y a une volonté du gouvernement d'augmenter le prix de l'énergie au global. Donc, pour beaucoup de mineurs chinois, c'est plus profitable aujourd'hui. Donc, on voit beaucoup de mines fermées. C'est aussi dû au fait que pratiquement 80% du mining mondial aujourd'hui est né il y a moins de 18 mois et que ce sont des nouveaux arrivants dans le métier qui se font peur, qui prennent peur et qui ne comprennent pas que le mining, c'est rentable sur le long terme et pas sur une période de 6 mois ou 1 an. Et puis il y a une chose aussi à ajouter, il y a une dimension politique. Ok, si on est mineur, on a pour l'instant tout intérêt à se mettre en Chine, mais en Chine, du jour au lendemain, ils peuvent décider d'interdire le mining et de saisir les machines. Donc plutôt que faire du tarif de l'électricité une priorité, il faut aussi un pays avec une stabilité politique, sans risque qu'on nous réquisitionne notre matériel, non ? Oui, alors la réquisition du matériel, ça existe, hein, ça s'est déjà vu. Il y a plus simple pour un gouvernement pour sortir les mineurs de son pays, il faut juste augmenter le prix de l'électricité. C'est ce qu'on constate en Chine aujourd'hui. Alors, moi je sais pas, hein, je suis pas dans le gouvernement chinois, je ne sais pas quelle est la motivation politique du gouvernement chinois. Certains confrères chinois me disent que, en fait, ce qui plaît pas à la Chine, c'est cette création monétaire concurrente du yuan sur le sol chinois. Voilà, donc que ça concurrence le yuan, ça fait descendre sa valeur, et que c'est ce qui justifierait qu'il y ait de moins en moins de mines en Chine. Je ne peux pas confirmer cette information. Hein. Il y a que les gouvernants chinois qui savent pourquoi ils ont augmenté l'électricité et donc pourquoi il y a moins de mineurs maintenant en Chine. Et là, vous pensez que les pays qui ont les meilleures perspectives en termes de tarifs d'électricité et système politique, enfin en tout cas stabilité, à votre avis, c'est où ? Ça peut être n'importe où, c'est qu'une question de disponibilité de l'électricité. Il faut que ça ait du sens pour le pays de vendre des surplus. Encore une fois, si on vient perturber l'offre et la demande dans un pays, on n'aura pas d'avenir dans ce pays-là. Il faut vraiment que les choses soient clairement énoncées au départ, la consommation qu'on envisage, de façon à ce que ça perturbe pas l'offre et la demande. C'est vraiment ça. Si le pays est intéressé, c'est-à-dire qu'il est en capacité de surproduction, qu'il a trop d'énergie par rapport à ce qu'il est en capacité de vendre, la présence d'un mineur ne peut que l'intéresser. D'accord. On peut penser à des pays, là actuellement, le mining se développe beaucoup en Iran. C'est pas un secret, hein, l'électricité n'y est pas chère, c'est une électricité qui est produite essentiellement au gaz. Il y a une ressource gazière énorme et de moins en moins de possibilités de vendre le gaz à l'étranger avec le blocus américain. Donc évidemment, pour un pays comme l'Iran, là, ça peut avoir du sens de recevoir des mineurs. Sur un terme certainement assez long, parce que les ressources sont énormes. Bon, c'est un exemple, hein, mais il y a d'autres pays, comme le Kazakhstan, où on est présent. Nous, il y a une surproduction d'électricité qui est assez étonnante à constater. Nous, on est sur un barrage à Almaty, donc la capitale administrative du Kazakhstan. On est sur un énorme barrage qui suffit à lui tout seul à alimenter toute la ville. Malgré ça, on est entouré de champs d'éolien et de champs solaires partout sur cette zone-là. Donc ça, c'est des constructions qui ont été faites avec des aides, j'imagine, des aides internationales. Et donc, ils se retrouvent avec des capacités de production inutilisées, juste hallucinantes. Voilà. Nous, là-bas, on a réservé 15 mégawatts. On peut passer à 45 mégawatts dès qu'on en a besoin. C'est disponible. Ils ont 45 mégawatts de trop. Et vous proposez depuis peu de temps ce que vous décrivez comme la meilleure offre de mining du monde à 2 centimes d'euros le kilowattheure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette offre mystérieuse ? Ah non, elle n'est pas très mystérieuse. C'est une offre mixée entre les différents pays d'Asie centrale où on travaille, notamment le Kazakhstan. C'est là qu'on est le plus visible. Alors on est en train de s'installer dans des pays voisins. J'en dirai pas plus parce que on a toujours été très transparent et ça nous a joué des tours. On peut se faire prendre la place simplement. Donc aujourd'hui on est plus discret sur nos implantations, voilà, pour des raisons de prudence à tous les niveaux. On veut pas créer de jalousie, on veut pas créer d'appétence particulière et créer une concurrence parce que encore une fois, pour moi la rareté ça va être les mégawatts.
Donc, si on a des bonnes idées, là, cette fois-ci, on les garde pour nous. Revenons maintenant en France, plus proche de nous. Est-ce que vous pensez que la France donc a un rôle à jouer dans le business du mining ? Le récent rapport parlementaire de Laure de la Raudière et de Jean-Michel Mis, sorti aujourd'hui, propose d'offrir des tarifs réduits sur l'énergie à des sociétés comme la vôtre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la France a du potentiel ? Je pense que ces députés sont très à l'écoute. Ils nous ont entendus. On est 3 à avoir porté cette parole-là auprès des députés en charge de ces missions parlementaires. Oui, ça a du sens. Bien sûr que la France a une carte à jouer. La France doit jouer une carte. C'est pas qu'elle a une carte à jouer. C'est une question de projection. Si on se projette et qu'on croit que Bitcoin va finir par... Bitcoin et les crypto-monnaies vont finir par trouver leur place dans l'écosystème, c'est une question d'indépendance, de souveraineté nationale. On participe au protocole quand on mine. Si on mine pas, on est à côté. Voilà. Et puis aussi, on crée de la richesse. Les pays miniers sont les pays qui souvent ont vu le plus de développement autour des projets blockchain, mais parce que l'écosystème se crée lui-même de la richesse. Quand vous n'êtes pas un pays minier, vous ne créez pas de jetons, et donc cette création monétaire vous échappe. Donc il y a deux enjeux, le fait d'enrichir l'écosystème, et surtout le fait d'être en capacité d'intervenir sur le protocole, de donner son idée. Et de pas laisser justement, alors c'est plus le cas aujourd'hui, mais on a toujours eu peur que la Chine domine le mining de Bitcoin et puisse imprimer son esprit dans le protocole Bitcoin. Si on veut réfuter ça, il faut que les pays démocratiques minent, effectivement. Et donc éviter ce qui s'est passé avec Internet, avec une concentration de géants quasi exclusivement américains, quoi. Exactement. Et au-delà de ça, on peut penser que le mining a encore de longues décennies devant lui, qu'il y a toute une technologie à revoir. Actuellement, on travaille avec des systèmes ASIC. Rien dit que dans 10 ans, ce sera toujours le cas. Certainement que le pays qui va trouver la meilleure manière de miner en consommant moins d'électricité prendra un avantage décisif. Donc c'est pour ça qu'on a créé notre laboratoire à Nantes, notre laboratoire de mining, c'est pour attirer toutes les forces vives, les intelligences françaises à venir se pencher sur ce sujet et voir s'il n'y a pas un intérêt économique pour la France à devenir bon en mining. En tous les cas, nous, notre projet, c'est d'avoir une pool de mining de Bitcoin qui soit visible sur le fameux camembert de la répartition du hash rate mondial. Et donc déjà, si on est un mineur avec une pool française, déjà la France représente quelque chose dans le mining mondial. On dit toujours que c'est représenté par les Chinois parce que les poules sont chinoises, ce qui est faux, parce que ça peut être des machines américaines qui minent sur des poules chinois. Nous, l'idée, c'est d'avoir une poule française où des machines chinoises vont miner. Chinoises, américaines, canadiennes, européennes, de partout. Et vous lanciez un appel aux forces en présence à réfléchir là-dessus. Et c'est marrant parce que sur votre site, vous renseignez EDF Énergie Nouvelle, une filiale d'EDF, comme l'un de vos partenaires. Alors, comment est-ce que vous collaborez ensemble ? De différentes manières. Alors c'est pas on n'est pas associés, mais on a beaucoup travaillé avec eux en amont déjà pour leur montrer l'intérêt que pouvait avoir une monnaie cryptographique comme Bitcoin, l'intérêt pour l'humanité, j'entends. Après, l'intérêt que ça peut avoir justement en tant que talon de consommation pour un producteur d'électricité. Et donc là, sur la filière EDF qui s'appelle Nouveau Business, on a trouvé des interlocuteurs très curieux. Et donc, ils travaillent avec nous depuis longtemps pour essayer de nous proposer une offre intéressante en termes de prix du kilowatt. Donc, c'est en cela qu'on a un partenariat, c'est qu'on s'est beaucoup rencontrés, on a beaucoup discuté, on a réussi à faire monter au sein d'EDF de la crédibilité sur ce projet-là. De l'acceptation de Bitcoin, parce que c'était quelque chose qui n'était pas du tout compris et plutôt rejeté, comme la plupart des gens. Quand on apprend en France, on découvre Bitcoin, on se dit tiens, c'est un objet spéculatif qui me semble pas intéressant. Donc on a fait de la pédagogie pour rendre Bitcoin et les crypto-monnaies acceptables en tant que telles par les décideurs d'EDF. Et c'est un travail qui est en cours, c'est pas tout à fait fini. On a l'impression que vous avez un peu leur oreille, parce que au dernier Electric Days, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de conférences organisées par EDF. Donc vous aviez tenu un petit atelier là-bas, et donc vous aviez expliqué le Bitcoin aux gens. Donc le fait qu'ils vous donnent cet espace, c'est quand même un très bon signe. Oui, pour nous c'était une véritable reconnaissance, ça nous a fait très plaisir. Là aussi, c'est vraiment de la pédagogie qu'on a fait. On a rencontré des gens qui sont pas forcément les décideurs, mais qui du coup ont maintenant une compréhension globale du phénomène crypto qui va dans le bon sens. Ça finira par monter de la base vers la direction générale, et évidemment qu'EDF va finir par comprendre son intérêt de s'intéresser de très près à la production de crypto-monnaies, bien sûr.
c'est une compagnie d'État, EDF, jusqu'alors l'actionnaire majoritaire c'est l'État. Donc l'État se constitue des réserves d'or, ça nous paraît tout à fait naturel. Imaginez un extraterrestre, un martien qui nous regarderait accumuler notre or, il dirait mais ces gens-là sont des enfants. Pourquoi pas le faire avec le Bitcoin ? Ça n'a pas moins de sens que d'accumuler l'or. Or, si EDF profitait de ces centrales nucléaires qui ne sont pas toujours en plein régime pour se créer une richesse en crypto-monnaie, à mon sens, ça aurait beaucoup d'avenir. Et ça pourrait réduire une bonne partie de sa dette. Et ça pourrait réduire une partie de sa dette. Ouais, alors encore une fois, c'est un gros travail de pédagogie. Peut-être que moi, je connais pas les chiffres exacts de la production produite, consommée. C'est assez difficile d'avoir accès à ces chiffres-là. Mais je commence à avoir de l'audience au sein d'EDF et donc cette idée de miner sur les centrales nucléaires, au moins pour absorber une partie de l'énergie qui n'est pas produite, parce que les centrales nucléaires, on sait les réduire un peu leur production. À mon avis, ça aurait beaucoup de sens, oui. Et ça permettrait justement de se créer un capital pour pouvoir générer la transition énergétique, parce que les centrales nucléaires, moi je suis pas du tout pour le nucléaire, hein. J'étais même terrorisé par le nucléaire étant enfant. Aujourd'hui, elles sont là, les centrales nucléaires. Elles sont là et elles sont là encore pour longtemps. Donc autant en tirer le maximum de rentabilité pour payer la transition énergétique, pour pouvoir financer des projets éoliens, des projets solaires ou des projets d'hydroélectricité qui aujourd'hui sont subventionnés par l'État à fond perdu pratiquement. Là, on pourrait avoir des fonds pour les financer en créant de la crypto-monnaie. Voilà, ça me semblait juste une évidence. Donc, j'espère qu'on arrivera au bout avec mes partenaires d'EDF, avec les gens qui travaillent dans ce sens-là. Et comme on disait tout à l'heure, enfin, on parlait des barrages, mais quand il s'agit de l'éolien ou du solaire, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de conserver cette énergie dans des super batteries et tout. Du coup, c'est de l'énergie perdue. Et donc, on peut très bien imaginer des fermes de minage à côté de champs éoliens et de panneaux solaires en France, du coup. Oui, c'est le fameux talon de consommation qui permettrait effectivement de transformer des kilowatts qui sont appelés à être jetés, enfin, ou pas produits, en tout cas, pas vendus, qui permettrait de les transformer en jetons, qui eux ont de la valeur, qui peuvent se transporter, s'échanger, être envoyés plus loin, là où on a d'autres besoins. Donc ça a évidemment beaucoup de sens. Alors on va passer à autre chose, on l'a vu tout à l'heure, c'est le système de validation de Bitcoin qui consomme autant d'énergie. Quand je vous envoie un Bitcoin, les machines de minage accomplissent d'importants calculs informatiques pour prouver que l'échange a bien eu lieu. Alors ce système s'appelle le Proof of Work, soit preuve de travail en français. Alors est-ce qu'on peut imaginer un jour que la communauté Bitcoin change de système pour quelque chose de moins énergivore ? On sait par exemple qu'Ethereum, une blockchain un protocole concurrent, prépare son passage au Proof of Stake, un système réputé moins gourmand. Est-ce que on peut envisager le même genre de choses pour Bitcoin ? Oui, on peut tout envisager. En l'occurrence, la Proof of Stake, Vitalik Buterin, ça fait 2 ans qu'il nous dit qu'il va converger vers la Proof of Stake, c'est toujours pas fait, ça n'a pas l'air si simple. Au-delà de la difficulté technique, il y a aussi un frein psychologique qui ferait que il y a que les riches qui seraient en capacité de miner, quoi. Alors aujourd'hui, avec la Proof of Work, n'importe qui peut se lancer dans le mining à son petit niveau ou à un gros niveau, mais en tout cas peut essayer quelque chose. Sur la Proof of Stake, il faut commencer par avoir des jetons. La Proof of Stake, donc c'est la preuve d'enjeu, et donc c'est les gens qui détiennent des cryptos qui sont les maîtres du système, quoi. Exactement. Au-delà du fait que ça peut avoir donc je dirais un fonctionnement philosophiquement discutable, il n'est pas du tout dit que ce soit aussi fiable que la Proof of Work, et surtout quel est l'intérêt de se passer de la Proof of Work. Il faut comprendre ça. Il y a 3 types d'appréhension par rapport à la consommation énergétique de Bitcoin. Soit on estime que Bitcoin ne sert à rien, et dans ces cas-là, quelle que soit la consommation de son réseau, ça sera trop. Soit on estime que c'est bien, et ça c'est une partie de notre communauté qui pense ça, on estime que c'est bien, mais il y a un frein à l'adoption, c'est cette surconsommation électrique, qui serait synonyme de catastrophe écologique. Bon, j'espère que j'ai été clair dans le début, c'est totalement abusif de penser ça et de démontrer ça, mais toujours est-il qu'il y a une partie de la communauté qui pense ça. Or, la consommation énergétique de Bitcoin, proportionnellement à la promesse de changement de modèle économique, de modèle monétaire, elle est pas énorme, quoi. Et surtout, elle est suffisante aujourd'hui pour pouvoir travailler encore pendant de très nombreuses années. On pourrait tout à fait imaginer que dans 10 ans, la Proof of Work consommera pas plus qu'aujourd'hui, même si le Bitcoin s'est envolé en termes de prix. Vous considériez à l'instant que le Proof of Work, c'était
beaucoup plus démocratique que le proof of stake parce que tout le monde peut miner. C'est bien ce que vous dites. Ça l'est un peu plus, même si ça s'est spécialisé aujourd'hui. Mais bon, j'ai quand même des clients qui ont une machine chez eux dans leur garage. Alors, mais justement, dans une récente interview, Edward Snowden, donc le célèbre lanceur d'alerte de la CIA, qui avait révélé le système de surveillance massif des États-Unis en 2013, donc qui est une voix qui est plutôt quand même écoutée dans la communauté, a justement critiqué récemment le proof of work. Pardon. Il a déclaré que ce système récompensait seulement ceux qui avaient les moyens de se payer le plus d'infrastructures de minage et ceux qui étaient en mesure de consommer le plus d'énergie. Donc ce qui fait pencher la balance en faveur des riches. Difficile de lui donner tort, hein, n'est-ce pas ? Il est d'ailleurs difficile de miner sans investir des sommes importantes au départ. Alors, je me souviens plus exactement des termes de ce qu'a raconté Snowden. Sur ce sujet-là, il s'est aventuré, encore une fois, comme beaucoup de gens, sur un sujet qu'il maîtrise pas. C'est malheureux parce que, d'abord, il manque de gratitude. Il faut bien se souvenir que lui-même était très content de voir Bitcoin arriver quand on pouvait plus le financer par Mastercard ou Visa. Et donc, Bitcoin aurait mérité qu'il se penche un peu plus sur le sujet de la proof of work avant de la condamner. Non, ça n'a aucun sens ce qu'il dit aujourd'hui. Moi, je suis pas quelqu'un de riche et on est aujourd'hui un acteur qui existe sur le marché du mining. On peut tout à fait monter une très grosse usine de mining sans un sou en faisant appel au financement participatif. Nous, on a à peu près 1000 machines qui tournent aujourd'hui. Les 1000 machines appartiennent à des clients dont certains ont qu'une machine, d'autres en ont 100, mais certains ont une machine, 2 machines, 5 machines. Donc c'est quelque chose qui reste décentralisé, pas forcément accessible uniquement à des gens riches. Non, la réflexion de Snowden tombait à plat. Moi, en l'occurrence, m'a déçu, bien sûr. Il faut rappeler que Edward Snowden, même s'il est extrêmement apprécié par la communauté, ce n'est pas un spécialiste de l'énergie, c'est un lanceur d'alerte qui était un analyste de données à la CIA. Oui, mais c'est pour ça que là, il s'est fourvoyé sur un sujet qui est trop compliqué, comme beaucoup de gens, beaucoup de gens qui étudient la proof of work de leur bureau, se plantent complètement parce qu'ils n'ont jamais vu une mine de leur vie. Ils se rendent pas compte que les sources d'énergie, la recherche de la bonne source d'énergie, c'est vraiment la préoccupation première du mineur. Et donc, là, en l'occurrence, Edward Snowden, il s'est planté, il a fait fausse route. Et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc d'ailleurs, si en tant que particulier aux revenus modestes, je veux me mettre à miner du Bitcoin et sans avoir à faire appel à des investisseurs, si moi juste je veux acheter une machine de minage aux performances correctes, combien ça va me coûter ? Alors tout dépend de la performance correcte, ça va dépendre du prix de votre électricité. Si vous achetez de l'électricité 2 ou 3 centimes, un S9 sera parfait. Si vous payez votre électricité 6 centimes, ce qui est vraiment le plancher qu'on peut espérer en France, et c'est pas encore le cas, mais je pense que dans le courant de l'année 2019, on pourra obtenir des tarifs de cet ordre. Là, il faut les machines de dernière génération, donc faut compter 4 ou 5 000 euros d'investissement. D'accord, et ça devient rentable à partir de combien de temps ? Là, aujourd'hui, c'est la période la plus défavorable. Faut croire en l'avenir du Bitcoin et à l'évolution de son cours vers le haut pour se lancer dans le mining aujourd'hui. Parce que là, les machines les plus performantes aujourd'hui, donc celles dont je viens de parler, il faut au moins 2 ans pour les rentabiliser. Donc comme ça a une espérance de vie de l'ordre de 2 ans, c'est un pari risqué aujourd'hui. D'accord, donc vous soulignez que le cours avait une grosse incidence sur l'activité du mining. Alors, dès lors qu'on n'a pas une électricité la moins chère du monde. Celui qui ne paye pas son électricité qu'il a produit lui-même pourra miner, même si le Bitcoin descend à 50 euros, ça aucun problème. Celui qui paye son électricité 1 ou 2 centimes, pareil, ne craint absolument pas une baisse. Au contraire, parie tout le temps sur la baisse. Parce que si le cours baisse, la difficulté baisse. Donc on va produire de plus en plus de jetons avec une même machine. Et comme on est tous convaincus que le cours reprendra la valeur qu'il a connue l'hiver dernier, évidemment, c'est un très bon calcul. Alors, dernièrement, on a appris que près d'1 million de mineurs avaient débranché leurs machines en raison de la chute des cours. En effet, si les cours baissent, la récompense des mineurs baisse mécaniquement et ça ne compense plus leur facture d'électricité. Est-ce que c'est inquiétant que autant de mineurs aient débranché leurs machines ? Alors moi, j'ai même estimé que c'était plus de 2 millions dans un mémo que j'avais envoyé au journal du coin au départ. On a calculé la baisse de H-rate et on a divisé par la puissance d'un S9. On a pris 12 TH pour faire notre estimation à plus de 2 millions de machines qui avaient été arrêtées. Non, ça prouve au contraire que la proof of work fonctionne exactement comme sur le schéma. C'est-à-dire que si le cours baisse, il y a une partie des mineurs qui sont plus rentables et qui arrêtent leur machine, la difficulté baisse et ainsi de suite. C'est tout à fait ce qui est annoncé dans le protocole. D'accord. Et vous aviez souligné avec moi dans un article
précédent que donc il y a de moins en moins de mineurs sur le réseau, donc mécaniquement la difficulté de minage baisse, et quand la difficulté de minage baisse, ça devient un peu plus rentable après, donc ça incite à revenir. Donc il y a un certain équilibre naturel respecté par le réseau, c'est ça ? Exactement. Alors si on est trop éloigné des prix les plus bas, on peut pas rebrancher ces machines, mais là aujourd'hui les Chinois par exemple qui ont arrêté leurs machines vont peut-être les redémarrer dans 15 jours ou la semaine prochaine si la difficulté baisse encore beaucoup. Voilà, donc c'est tous les 14 jours, la difficulté est réétudiée automatiquement par le réseau et s'adapte aux conditions. Exactement. Alors les 14 jours c'est pas très précis, c'est une question c'est tous les X blocs, j'ai plus le chiffre en tête. Je l'avais ce midi, je l'ai perdu. Mais en tous les cas, oui, à peu près tous les 14 jours, la difficulté est revue en fonction de la puissance du réseau. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question un peu farfelue, mais qui, pour moi, est un peu de la prospective. Alors, théoriquement, Bitcoin est impossible à pirater grâce à cette énorme quantité d'énergie mobilisée. On dit que personne n'aurait intérêt à pirater Bitcoin parce qu'il dépenserait tellement d'argent et en l'espace d'une seconde, si Bitcoin était détruit, il perdrait son investissement. Mais admettons que quelqu'un vraiment de fou ait envie de dépenser des sommes folles rien que pour le plaisir de détruire Bitcoin. Quel est le procédé pour s'y prendre ? Faut réussir à obtenir 51% de la puissance de hash totale. Ça veut dire que ça peut s'acheter, ça peut se louer. On peut tout à fait envisager un putsch, effectivement, qui coûterait très cher et qui serait une perte sèche. Donc, envisager un privé qui serait suffisamment riche et fou pour faire ça, oui, pourquoi pas. Techniquement, c'est quand même difficile à faire. C'était très facile à faire en 2010, 2011, voire jusqu'en 2012 peut-être. Même 2012, ça devenait déjà très compliqué. Mais là, aujourd'hui, vu la puissance déployée, ça paraît impossible. Ça avait été chiffré récemment par un site américain qui s'appelle CryptoSlate on parlait de 1,6 milliard de dollars. Ouais, ou même j'ai lu 1,4 milliard de dollars. Bon, j'ai pas vérifié les calculs. Toujours est-il que on le sait depuis le départ, quoi. Le fameux gars qui a vendu ces 2 pizzas, là, la première transaction, lui, il avait identifié la possibilité de faire une attaque à 51%. Il avait soumis cette idée, c'est Laszlo Hayek. Il avait soumis cette idée à Satoshi Nakamoto à l'époque, et Satoshi lui avait dit oui, j'ai tout à fait conscience de cette possibilité. Plus le Bitcoin va se répandre, plus ça sera difficile de faire ton attaque à 51%. Et donc, Laszlo avait dit, j'essaye quand même. Et puis, au bout d'un moment, il a renoncé parce qu'effectivement, lui-même s'est dit, à quoi ça va me servir ? Je vais dépenser beaucoup d'argent pour obtenir 51% de la puissance de hash, et puis après je vais détruire le réseau. J'aurais montré que je pouvais détruire le réseau Bitcoin. C'est la seule satisfaction que j'en tirerais. Donc il l'a pas fait, et à l'époque c'était faisable avec assez peu de moyens. Aujourd'hui ça paraît vraiment très très difficile. Après, un État a tout à fait les moyens financiers de dépenser un peu 2 milliards dans la destruction d'un réseau. Ça serait possible. La Chine, par exemple, s'ils voient le Bitcoin d'un trop mauvais œil, pourrait très bien faire ça, quoi. Oui, mais le jour où ils verront le Bitcoin vraiment d'un très mauvais œil, c'est que ça aura pris une autre dimension. Et donc, ça coûtera encore beaucoup plus cher de le hacker, de le détruire. Et puis, pourquoi faire ? Parce qu'il y en a d'autres des Bitcoins derrière maintenant. Et il y a Litecoin, il y a 2000 crypto-monnaies. Il faudrait faire ça avec toutes les crypto-monnaies. Et puis oui, juste pour se débarrasser d'une monnaie publique décentralisée qui fait concurrence avec les monnaies dettes, les monnaies d'État, il faudrait toutes les détruire. Donc, c'est sans fin. Non, ça n'arrivera pas. Et puis, si quelqu'un voulait faire ça, il devrait commander donc un nombre très très important de machines. Donc, le bruit circulerait que quelqu'un voudrait acheter autant de machines. Donc, la communauté certainement s'adapterait. Je pense. Franchement, là, on aime se faire peur dans cette communauté. Je crois que cette épée de Damoclès de l'attaque à 51% ou de l'attaque Goldfinger d'un État comme la Chine, elle est derrière nous, quoi. C'est quelque chose qui n'arrivera plus. Merci beaucoup, Sébastien. Je vous en prie. Merci beaucoup à Sébastien Gouspilou pour sa participation à 21 millions. Merci également à Ezad qui a composé le générique. Vous pouvez retrouver leurs références dans la description et nos précédents épisodes sur SoundCloud, Spotify, Deezer et même Apple Podcast et YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ces plateformes, c'est ça qui contribuera à faire grandir 21 millions. Vous pouvez également me contacter sur Twitter, Grégory_Raymond, pour me suggérer le thème ou la personnalité que vous souhaiteriez entendre au prochain épisode. À bientôt!